Est-ce que on s'achemine éventuellement vers une rencontre entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta? Pensez-vous que cela est possible? C'est mon souhait. C'est mon souhait. Non. Qu'on s'entende très bien. Les Maliens sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Confrontation consacré aux signaux de rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La réconciliation est-elle en marche ou assiste-t-on à un simple répit diplomatique? Bonjour Joël Nguessan, vous êtes ex-ministre des Droits de l'Homme de la Côte d'Ivoire, ex-porte-parole principal du RDR, le Rassemblement républicain, membre du conseil politique du RHDP, l'Alliance présidentielle. Alors merci à vous d'avoir accepté de participer à ce podcast avec l'humilité qui caractérise d'ailleurs votre carrière, immense carrière en tant que personnalité politique et cadre du RDR. Merci en tout cas d'accepter d'échanger avec Drissa Meminta, militant pro-AES et pro-Mali. Bonjour également à toi, Drissa, et merci d'être là, de te prêter aussi librement au jeu de la confrontation. Je ne pense pas qu'on parle de confrontation entre Maliens et puis Ivoiriens. C'est un échange entre nous et de propositions d'idées. Voilà. En tout cas, merci de te prêter aussi au jeu de la contradiction. C'est peut-être le terme qui convient le mieux. Oui, bien sûr. Alors, les choses semblent s'accélérer dans le sens d'un rapprochement. 2 points importants que je précise. Il y a un consensus sur le tracé frontalier qui a été obtenu lors de discussions entre les communautés ivoiro-maliennes et des officiels ivoiriens. Et puis, la Côte d'Ivoire aussi, on l'a appris récemment, prévoit d'organiser un forum économique et social à Bamako en octobre 2027. Alors, entre consensus frontalier et diplomatie économique, assiste-t-on à un tournant décisif dans les relations ivoiro-maliennes, voire à une normalisation aussi de ces relations. Monsieur Nguessan. Ouais, moi, Samantha, je voudrais me poser une question. Est-ce qu'il y a eu fermeture des frontières entre le Mali et la Côte d'Ivoire une fois? Avec les Je n'ai pas embargos. souvenance. Non, je n'ai Avec pas les embargos, souvenance oui. du fait qu'il y a eu fermeture des frontières. À partir de janvier 2022, avec les embargos de la CEDEAO. Oui, d'accord. Mais est-ce que la Alors, Côte il y a eu d'Ivoire des sanctions, mais il n'y a pas eu de fermeture officielle. Il y a pas des eu de tensions fermeture. frontalières, Il y a eu la effectivement, qui sont fermeture. liées à l'insécurité. Les Ivoiriens, je préfère vous dire, les Maliens et les Ivoiriens, ils vivent des 2 côtés de la frontière. Ils ont continué leur activité jusqu'à aujourd'hui. Malgré les incompréhensions politiques et les incompréhensions diplomatiques, malgré les décisions de la CEDEAO, les gens continuent de circuler de part et d'autre. Donc, il n'y a pas eu de frontière fermée. Il faut que ce soit clair pour ne pas qu'on induise les populations des 2 peuples en erreur. Il n'y a jamais eu de fermeture des frontières. Les gens ont continué. Lors de la récente Tabaski, bon, beaucoup de gens disaient oui, le Mali va pas donner ceci. Non! Les moutons sont venus du Mali, du Niger, du Burkina. Vraiment, donc, c'est vraiment au plan politique que certains idéologues pensent qu'il y a eu problème entre les 2 peuples. J'ai dit bien, il y a eu difficulté entre les dirigeants parce que les tests de la CEDEAO sont assez clairs et précis, et ils n'ont fait que l'appliquer. Mais sinon, entre les 2 peuples, il n'y a jamais eu de fermeture des frontières. Et alors, que pensez-vous de l'argumentaire de Drissa Meminta lorsqu'il dit effectivement qu'on instrumentalise aussi la présence des diverses communautés côté ivoirien et côté malien? Pas. C'est un fait historique. C'est un fait historique. Personne ne peut instrumentaliser le nombre d'Ivoiriens au Mali, ni le nombre d'Ivoiriens, de Maliens en Côte d'Ivoire. Personne. C'est un fait historique. Nous vivons ensemble depuis des dizaines, des centaines d'années. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, celui qui va vouloir instrumentaliser cela, il perd son temps. Il perd son temps vraiment sur toute la ligne. Il n'y a aucun homme politique qui va vouloir utiliser le fait qu'il y a 3 millions d'Ivoiriens encore, 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire, 11 000 politiques ne peuvent utiliser cet argumentaire. Quand ils ont envie de rendre visite ou bien de transiter par l'aéroport d'Abidjan pour aller à la Mecque, ils ne demandent aucun avis de nous autres, ils ne nous demandent pas. Et ils continuent leur vie. Alors franchement, il faudrait qu'on arrête
de penser que les afflux de personnes de part et d'autre de la frontière, on peut s'en servir comme argument politique. Non, on n'a pas à s'en servir parce que eux, franchement, tout ce que nous disons, ça ne les intéresse surtout pas. Le Malien qui a Alors sa préparation à voir. concernant justement ce rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il y a un élan quand même qui est porté par les communautés de part et d'autre. Récemment, le Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire est monté au créneau pour soutenir la transition malienne, condamner des manœuvres politiques qui risquent de fragiliser la cohésion entre les communautés et surtout appeler Oui, à un rapprochement entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta pour préserver l'héritage des pères fondateurs ivoiriens et maliens, Félix Houphouët-Boigny et Modibo Keïta. Est-ce qu'une rencontre entre le président ivoirien Addo et le chef de la transition du Mali, Assimi Goïta, est envisageable parce que c'est vrai que cet appel du Haut Conseil des Maliens en Côte d'Ivoire, c'est un peu un sous-entendu à une rencontre au plus haut niveau de Rissa Maminta. Je pense que ça va être compliqué si on continue de nier vraiment les faits et si on continue de nier qu'il y a un problème. Je vais revenir à la fermeture des frontières. Je pense que c'est un fait qui est reconnu de tous. En janvier 2022, la CEDEAO a voté. Et comment dire, la CEDEAO a pris des sanctions et parmi ces sanctions-là, il y avait l'embargo. Et cet embargo-là a été imposé au Mali. Tout le monde est aimé, on peut aller consulter tout. Maintenant, s'il y a des citoyens de part et d'autre qui ont violé cette, cette fermeture des frontières, ça c'est autre chose. Mais officiellement, les frontières ont été fermées. Deuxièmement, en ce qui concerne même les citoyens, aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui ont peur d'aller en Côte d'Ivoire, de peur d'être arrêtés, tout simplement parce qu'ils sont proches, ou bien tout simplement parce qu'ils défendent la vision de la transition, ou bien parce qu'ils défendent, comment dirais-je, les actes posés par la transition. On se rappelle, hein, et il n'y a même pas 15 jours, le dernier a été libéré qui est Aziz Maïga Nimampa, c'est un collègue, c'est un ami. Il a été arrêté tout simplement, avec des prétextes qui franchement, qui ne tiennent pas. Donc il y a vraiment ce problème-là. Deuxième là, il y a le problème que vous venez de souligner, que vous appelez opposants. Il y a certaines personnes que je n'appelle même pas opposants. Il y a certaines personnes qui ont déclaré officiellement leur alliance avec des terroristes. Et également, ils vont là-bas, ils circulent là-bas librement et ils sortent. Comme je vous le disais, j'ai vu deux jeunes du RHDP qui ont fait une vidéo et la vidéo a beaucoup circulé dans laquelle ils disent que eux, ils soutiennent les terroristes, c'est-à-dire ils soutiennent les terroristes qui attaquent le Mali. Donc il y a ces problèmes-là qu'il faut pas nier. Donc Maminta, est-ce que on s'achemine éventuellement vers une rencontre entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta? Pensez-vous que cela est possible? c'est mon souhait. S'il peut y avoir une rencontre entre Assimi Goïta et le président Ouattara, c'est mon souhait. Mais, malgré que c'est mon souhait, je suis pragmatique, hein, je suis réaliste. Il faut rétablir cette confiance-là qui a été perdue. Et cette confiance-là n'est pas perdue hasardement. Il y a des gens, par exemple, nous avons vu que en Côte d'Ivoire, il y a des télés, il y a des plateaux où le narratif occidental est répété en longueur de journée contre nous. Hein? Je peux même citer des plateaux. Et sur ces plateaux, à des aires d'audience forte, il y a des gens qui viennent pour s'asseoir sur ces plateaux-là. Ils vont insulter le président Assimi, ils vont insulter le président Ibé, ils vont insulter d'autres présidents. Donc moi je pense que des faits comme ça contribue à aggraver, à envenimer la situation. Donc, on va poser la question à Monsieur Nguessan, le faire réagir d'abord sur la sortie du Haut Conseil des Maliens de Côte d'Ivoire qui est monté au créneau, je le rappelle. C'est vrai pour soutenir la transition, demander un rapprochement entre Alassane Ouattara, je le répète, et Assimi Goïta, mais aussi dénoncer des manœuvres politiques destinées à fragiliser la cohésion des communautés là-dessus. Bon, vous savez, moi je voudrais qu'on fasse un distinguo assez clair et précis. Il y a ce que les réseaux sociaux disent. Vous savez que depuis l'existence des réseaux sociaux, tout le monde se donne, du moins se comporte en donneur de leçons. Donc, mais je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai mon point de vue personnel qui n'est pas question de défendre ici. Je voudrais vous dire que de la même manière, j'ai insisté
sur le fait qu'il n'y a pas de rupture entre Maliens et Ivoiriens, j'insiste pour dire que toute initiative venant de communautés, que ce soit le Haut Conseil des Maliens ou bien toutes les autres, les Maliens de la diaspora, pour qu'il y ait un rapprochement entre les deux peuples, du moins entre les présidents, parce que c'est le rapprochement entre les deux peuples existe. Personne ne peut le nier. Un rapprochement entre les présidents se fasse, c'est une bonne initiative. Je suis totalement d'accord avec ça. La Côte d'Ivoire, du moins le gouvernement ivoirien, la République de Côte d'Ivoire, a obtempéré par rapport à une décision de la CEDEAO. Cela n'a pas empêché le président de la Guinée de venir en Côte d'Ivoire rencontrer le président Alassane Ouattara. Oui, en Guinée aussi, il y a eu un coup d'État. Mais cela n'a pas empêché le président guinéen de venir en Côte d'Ivoire pour s'entretenir avec le président ivoirien. Mais qu'est-ce qui peut empêcher le président malien, Assimi Goïta, malgré les sanctions qui ont été prises par la CEDEAO, et là, il faut que ce soit clair, c'est des tests, c'est des règles qui régissent la CEDEAO dont le Mali était membre. Cela ne peut pas empêcher M. Assimi Goïta de venir en Côte d'Ivoire s'entretenir avec le président ivoirien. Et pour rebondir sur ce que disait Drissa Meminta, la rhétorique de certains cadres du RHDP, que pensez-vous justement de cette rhétorique? Est-ce que le risque, ce n'est pas justement de mettre en danger l'intégration de millions de citoyens ordinaires finalement? Samantha, je vais te dire une chose. Hein. Les voix officielles du RHDP sont connues. C'est les membres de la direction du RHDP qui sont autorisés à donner des points de vue que notre parti a. Maintenant, si un cadre, à la faveur des réseaux sociaux où tout le monde s'élève, dit ce qu'il a envie de dire, dit quelque chose, franchement, je ne crois pas qu'il faille prendre cela comme étant du sérieux. Il faut se dire une chose, c'est Côte d'Ivoire, Mali, c'est un mariage définitif, un mariage pour plusieurs millénaires, ça ne va pas s'arrêter. Les hommes vont passer, les dirigeants vont passer, mais les Maliens et les Ivoiriens n'ont pas passé. Les deux peuples vont rester. Monsieur Nguessan, la Côte d'Ivoire se défend de toute ingérence, mais comment garantir à ses voisins de l'AES qu'Abidjan finalement ne sert pas de plateforme logistique ou médiatique pour des acteurs qui souhaitent ébranler le pouvoir militaire de Bamako? Bon, ça c'est des suppositions et surtout des idées que les gens avancent. Selon vous, quel est l'intérêt de la Côte d'Ivoire de vouloir ébranler le pouvoir de Bamako, le pouvoir du Niger, le pouvoir du Burkina? Nous n'avons aucun intérêt. Quand on est dirigeant d'un pays, le seul intérêt c'est de voir le bien-être de ses populations. Les Maliens sont au Mali, ils ont un président qui s'appelle Assimi Goïta. Ils ont choisi de l'avoir comme président, même si les circonstances de son arrivée ne plaisent pas à tout le monde. Mais nous, les Ivoiriens, nous n'avons rien à faire, n'avons rien à cirer avec le fait qu'il y ait Assimi Goïta à la tête du Mali. C'est leur président, c'est lui qui gère leur défense, c'est lui qui gère leur sécurité, la sécurité de leur pays, c'est lui qui gère l'intérêt des Maliens. Donc, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens aillent s'immiscer dans cette situation? Non, nous avons d'autres problèmes à résoudre ici. Hein? Nous avons des problèmes actuellement où je vous parle, il y a d'énormes pluies sur Abidjan. Nous sommes préoccupés par comment faire pour que les populations ne souffrent pas de ces pluies diluviennes. Monsieur Nguessan, comment vous expliquez que le Mali accuse régulièrement la Côte d'Ivoire de complaisance envers certains, par exemple, opposants politiques maliens en exil à Abidjan? Écoutez, pour reprendre un peu les propos de Drissa Meminta tout à l'heure. Non. Qu'on s'entende très bien. Les Maliens sont toujours les bienvenus en Côte d'Ivoire. Quelle que soit leur option politique dans leur pays, sont toujours les bienvenus.
Je crois que c'est assez clair. De la même manière, un Ivoirien qui est en opposition avec le pouvoir abidjanais, qui se retrouve au Mali, mais il sera installé au Mali, il sera le bienvenu. Il n'est pas question de faire extradition, de ceci, non. Je vous dis, c'est les deux peuples qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Chacun peut Mais alors, avoir son... comment vous expliquez, Monsieur Nguessan, ces accusations? Est-ce que, de votre point de vue, Je pense que les Maliens devraient plutôt se concentrer sur le développement de leur pays et ne pas avoir comme sujet de prédilection le fait de l'immiscion d'un pays proche dans leurs affaires. Ils n'ont qu'à prendre plutôt cette option. Nous Drissa savons tous Meminta? que le Mali a quelques difficultés et à Kigali, un peu partout, nous savons ça. Donc, ils doivent chercher des partenaires pour pouvoir résoudre ce problème des terroristes qui veulent déstabiliser le Mali. Nous ne Drissa sommes pas Meminta, d'accord. vous réagissez? Nous ne sommes pas d'accord qu'il y ait des gens qui déstabilisent le Mali. C'est pas possible. Nous ne voulons pas. Nous voulons Je que les viens Maliens d'écouter puissent M. vivre Nguessan. en paix J'avoue que je suis un peu étonné. avec Quand il dit que l'intégrité tous les Maliens totale sont les de leur bienvenus en territoire Côte d'Ivoire, sous les responsabilités. est-ce Nous que souhaitons cela. même les Maliens qui sont Cela alliés avec des n'avait pas terroristes, existé il y a 20 ans, 20 des ans, 30 ans. criminels, même s'ils sont C'est des maintenant criminels, que, bon, de d'Ivoire, Kidal, sans preuve d'ailleurs, l'homme politique malien d'émission qui a dans été vu leur avec affaire. l'homme politique malien qui a été vu avec les terroristes avant l'attaque de Kidal, qui a fait alliance avec les terroristes. Aux dernières informations, il était en Côte d'Ivoire. Omar Mariko. Vous pensez que la Côte d'Ivoire doit recevoir des gens qui prononcent, qui disent officiellement qu'ils sont en alliance avec des terroristes? Et le FLA, qui a fait alliance avec les terroristes, le FLA a ouvert comment dire là, un bureau en Côte d'Ivoire. Même si après, certaines personnes ont tenté de nier. Il y a une dame qui a participé à la réunion, dont les photos ont fuité. Elle a reconnu qu'elle était présente. Vous pensez que ça, ce n'est pas de l'hospitalité? On n'offre pas l'hospitalité à quelqu'un qui déstabilise un pays. Il doit être arrêté ou du moins expulsé. Ça, ces faits-là sont factuels. C'est des faits qui sont connus. Le guignol qui s'est proclamé, qui s'est autoproclamé président du Mali, il l'a fait en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. Il s'est autoproclamé président du Mali. Vous pensez que quelqu'un d'autre peut se proclamer, autoproclamer président de la Côte d'Ivoire dans un pays que la Côte d'Ivoire ne va rien demander? Je pense que ça, si c'est on veut... peut-être, Drissa Meminta, c'est peut-être aussi le jeu de la démocratie. Non, ça, ce n'est pas de la démocratie. La Chaque homme démocratie politique qui s'engage dans un combat peut aussi contester la transition malienne La et la démocratie, légitimité d'Assimi Goïta. On va laisser répondre M. Nguessan, mais... s'il vous plaît, si je peux terminer, la démocratie n'est pas l'anarchie. La démocratie ne demande pas le non-respect des lois ou bien du droit international. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui s'opposent au président Assimi Goïta, qui sont des opposants politiques, ils peuvent aller n'importe où et ils sont un peu partout dans le monde. Personne n'accuse les pays qui reçoivent ces gens-là. Mais pourquoi les gens parlent? Les gens parlent concernant des gens qui ont officiellement proclamé leur alliance aux terroristes et surtout ceux qui ont demandé publiquement à ce que le président soit tué, soit destitué ou bien chassé. Qui ont même dit sur un plateau, qui ont dit sur NCI qu'ils ont été en contact avec des terroristes. Et recevoir ces gens-là, ce n'est pas recevoir des Maliens. Quand Mais sur la question sur la question des libertés au Mali, est-ce qu'aujourd'hui un opposant qui demande, pourquoi pas, et il est dans son droit, le départ d'Assimi Goïta, qui est à la tête, on rappelle encore une fois, d'une transition, donc une transition militaire qui doit s'achever selon un calendrier précis et permettre l'organisation d'élections. Est-ce que c'est possible aujourd'hui au Mali d'évoluer librement lorsque l'on est opposant, un opposant fervent à Assimi Goïta? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je peux même vous envoyer beaucoup de vidéos des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, qui le critiquent, qui lui demandent d'organiser des élections, qui lui demandent même de partir. Mais ces gens-là n'ont pas fait alliance avec des terroristes. Ces gens-là n'ont pas demandé à ce qu'Assimi soit assassiné.
Le Mais problème, c'est à ce alors, niveau. je me permets encore une question, Drissa Meminta, puis je vais laisser Joël Nguessan vous répondre. Mais c'est vrai que parmi les leaders de l'opposition, qui ont même permis, et vous le savez très bien, parce que vous étiez à leur côté, qui ont permis la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta, qui était très contesté, eh bien, ces leaders ne peuvent pas rester au Mali aujourd'hui. C'est parce que ce sont des leaders qui s'opposent fermement à la présence d'Assimi Goïta à la tête de la transition. Monsieur Sekmor Sissoko était, comment dire, à la tête du M5 quand Ibeka tombait. Monsieur Sekmor Sissoko est au Mali aujourd'hui. Il va librement à ses occupations. Il n'est pas d'accord avec la transition. Quand il n'est pas d'accord, il le dit. Moi, je pensais particulièrement à l'imam Diko pour citer un autre exemple. Vous savez, le problème avec l'imam Diko, le problème est très profond. Je veux pas rentrer trop dans ces détails-là ici. Le problème est très profond. Le lien entre l'imam Diko et certains cadres du Djinim, le lien entre l'imam Diko et certains cadres du FLA pose problème. Il y a beaucoup de choses en dessous que j'aimerais pas rentrer dans les détails ici. Alors, Joël Nguessan, vous réagissez? Dommage. Vous pensez, quand j'écoute Monsieur Drissa, je me pose la question de savoir si les problèmes que les Maliens ont en interne doivent être immédiatement mis sous le compte des Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, au Ghana, en France, ou bien si c'est les Burkinabés qui sont pour les problèmes par rapport à ce que les Maliens vivent. Le Mali est indépendant. Le Mali gère ses problèmes en interne. C'est trop facile quand on ne trouve pas de problèmes en interne d'aller accuser le voisin. Je le répète, un Malien qui a des difficultés dans son pays, qui vient se réfugier au Ghana, en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, on n'a pas à s'en prendre à la Côte d'Ivoire, au Ghana ou aux États-Unis. S'il a des problèmes dans son pays, c'est à l'intérieur que ça se résout. Ce n'est pas en prenant comme référence, oui, il est en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est derrière. Non, ça fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Mais Monsieur Nguessan, lorsque Drissa Meminta, Monsieur Nguessan, lorsque Drissa Meminta explique aussi qu'il faut régler les problèmes. Un Ivoirien qui se trouve au Mali, qui a des propos pas forcément agréables sur le pouvoir d'Abidjan, c'est que c'est le Mali qui est derrière. Non, c'est trop facile. Je reviens à ma thèse initiale. Maliens et Ivoiriens sont deux peuples qui sont imbriqués depuis des centaines d'années. Les dirigeants peuvent avoir des points de vue et des approches différentes à un moment donné, mais cela ne doit pas nuire. Et ça ne peut pas, les dirigeants ne doivent pas se mettre dans une posture pour dire, oui, il faut qu'en Côte d'Ivoire, tel Malien qui a eu tel propos concernant le Mali soit extradé. Non, ce n'est pas ça. Les millions d'Ivoiriens, de Maliens qui sont en Côte d'Ivoire, dans leur maison ou sur leurs réseaux sociaux, qui tiennent des propos. Mais Monsieur Nguessan, lorsque Drissa Meminta explique qu'il faut régler les problèmes à leur source sur la présence effectivement de militants politiques maliens opposés à Assimi Goïta sur le sol ivoirien, est-ce que le gouvernement ivoirien doit prendre aussi la mesure de ces problématiques-là, c'est-à-dire qu'effectivement c'est peut-être aussi une source de problèmes, de pourquoi pas de déstabilisation, comme l'explique aussi Drissa Meminta, dans le cadre d'un éventuel rapprochement entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Cela ne doit pas empêcher le rapprochement. Je vous dis, un Ivoirien qui est en France, qui porte son jugement sur la Côte d'Ivoire, un Malien qui est en France, qui porte son jugement sur le Mali, vous ne verrez pas des autorités maliennes ou ivoiriennes demander à ce que la personne soit extradée. Ce sont les pays qui sont dits pays de la libre expression. Chacun parle, il dit ce qu'il a envie de dire.
Mais vous ne Alors, verrez Drissa pas. Meminta, ce serait quoi poser un acte dans le sens justement d'une normalisation des relations à ce niveau pour vous aujourd'hui? Vous savez quoi? Lorsqu'on est sincère, qu'on veut régler des problèmes, il va falloir d'abord qu'on reconnaisse ces problèmes-là. Monsieur Souleymane Babo Koné était un opposant du régime ivoirien. Il a été chassé de la France. Pourquoi? Allez demander pourquoi. Johnny Pachenko est traqué tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il est opposé au président Ouattara. Pulcheri Balé, qui est une opposante du président Ouattara, elle a simplement voyagé et venu au Mali rencontrer Yeraolo debout sous les remparts. Au retour, elle a été arrêtée pour voilà. Donc comme ça, vous n'acceptez pas quelque chose, vous faites ça aux autres. Deuxièmement, il ne s'agit pas de dire tout simplement que lorsque quelqu'un est opposé au président Assimi Goïta, la Côte d'Ivoire va le recevoir. Le problème, c'est entre les Maliens, ce n'est pas ça. Le terrorisme est un phénomène qui est combattu par tout le monde et tout le monde doit combattre le terrorisme et personne ne doit accepter que quelqu'un qui s'allie à un terroriste s'installe sur son sol. Je continue. Le droit d'exil exige des devoirs sur l'exilé. On ne peut pas recevoir les gens ou parce que tout simplement dire que cette personne est en exil chez moi, il peut se permettre de dire tout ce qu'il fait sur d'autres pays. Il est libre de ses mouvements, il est libre de ce qu'il dit, il est libre de ce qu'il fait. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas exact. Lorsque quelqu'un est en exil en Côte d'Ivoire ou un homme politique qui n'est pas d'accord avec Assimi, qu'il est installé en Côte d'Ivoire, il peut critiquer Assimi. Mais s'il demande publiquement, ou bien s'il dit publiquement que Assimi doit être assassiné, il doit être arrêté. S'il dit publiquement qu'il s'est allié avec des terroristes, il doit être arrêté. Alors, Drissa Meminta, oui, on entend bien ce que vous dites, et Monsieur Nguessan va vous répondre. Monsieur Nguessan va vous répondre, mais j'ai aussi cette question que je dois vous poser aussi, puisque vous pointez effectivement ce que vous estimez être des manquements de la part de Yamoussoukro, mais les chiffres aussi sont édifiants. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, 3 millions de Maliens, je l'ai dit tout à l'heure, autant de Burkinabés, et ainsi que 700 000 Nigériens sont installés dans le pays. Donc, la Côte d'Ivoire fait face à un afflux de réfugiés en raison de l'insécurité dans les États de l'Alliance États du Sahel. Ces chiffres sont factuels, ils illustrent le rôle de terre d'asile de la Côte d'Ivoire pour les populations du Sahel. Comment pouvez-vous expliquer, justifier aussi ces accusations de Bamako présentant Abidjan comme finalement une base arrière de déstabilisation? Quel serait au fond l'intérêt de la Côte d'Ivoire à fragiliser son voisin si interconnecté au niveau des populations? Et puis d'autre part, est-ce que Bamako aussi reconnaît le rôle joué, le rôle assumé de la Côte d'Ivoire comme une terre d'asile? Je vais continuer dans ce que je disais. Ensuite, je vais revenir à ça. Quand le FLA, qui est un groupe rebelle, qui a fait alliance avec des terroristes, donc un groupe terroriste, a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire, vous pensez que dire ça, ou bien quand les Maliens disent ça, ou bien quand les Maliens dénoncent ça, c'est de rejeter toutes leurs fautes sur la Côte d'Ivoire? Je pense que on est là aujourd'hui pour parler sur un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on veut résoudre ce problème-là, on met les choses sur la table. Mais venir dire qu'il n'y a rien, la Côte d'Ivoire va continuer de recevoir tout Malien est bienvenu en Côte d'Ivoire, même s'il est terroriste, même s'il est criminel, même s'il est criminel. Et après ça, venir dire que vraiment on veut s'entendre avec le Mali, je pense que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut faire un choix. Est-ce que vous reconnaissez au moins le statut de terre d'asile Asile pour qui? par la Côte d'Ivoire? Terre d'asile pour qui? Mais pour les réfugiés du Sahel qui fuient l'insécurité dont vous êtes victime. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous vous souvenez, en 2010, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, bien avant ça, quand il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens étaient au Mali. Moi, j'ai vu dans un quartier où il y a même, environ 50 km d'ici, il y a même un village qui porte le nom de la Côte d'Ivoire.
qui a été créé pour recevoir les réfugiés de la Côte d'Ivoire. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, le pays le plus proche, les gens vont partir là-bas. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça, c'est propre à toute la, Mais je pense que ça ne peut pas être un prétexte pour cacher d'autres choses. C'est pas parce que... Monsieur Nguessan, vous répondez? 3 millions de Burkinabés, 2 700 000 Maliens, 800 000 personnes du Niger. C'est une terre d'asile. Alors, dites-vous, 2 700 000 Maliens en Côte d'Ivoire. Chacun va qu'à ses occupations. Et nous, le problème de notre État, ce sera de savoir qui vient d'où, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Si sur les 2 800 000 Maliens en Côte d'Ivoire, il y en a ne serait-ce que 100 000 qui sont sur les réseaux sociaux, qui insultent, comme je ne le souhaite pas, le président du Mali, la Côte d'Ivoire va déployer toute une énergie, des moyens pour permettre à ce que ce monsieur-là soit extradé au Mali. Non, qu'on arrête. Les réseaux sociaux ont permis que chacun puisse parler. Chacun dit ce qu'il a envie de dire dans sa chambre, dans son salon, en public. Il faut laisser les gens parler. C'est ce qu'on appelle avoir la liberté d'expression. Ceci étant dit. Ce que vous dites, Monsieur Nguessan, c'est une garantie aussi pour les opposants ivoiriens. Bien sûr. Qui était posé par Drissa Maminta tout à l'heure. Oui, mais bien sûr, c'est une garantie. Il y a des cas quand même, il y a parfois des exemples qui posent certaines questions. Moi, si demain, je me considère comme un opposant que je m'en vais au Mali, je pourrais dire ce que j'ai envie de dire là-bas. Je ne vais pas demander à la communauté malienne de m'extrader parce que j'ai dit quelque chose. Non, nous, on ne le fera pas. Ça ne sert à rien de le faire. Ce qui est important, c'est qu'on sache une chose, c'est que les deux peuples sont interpénétrés. Ils sont ensemble. Le jour où on Mais ma question, Monsieur Nguessan, elle concernait l'espace politique ivoirien. Hein. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a une opposition aussi qui s'exprime parfois à l'encontre et très souvent même d'Alassane Ouattara, de votre parti politique, de la majorité présidentielle. Et bon, elle estime que son espace de liberté est aussi très limité parfois. Oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je ne sais pas, hein, je connais pas la situation du Mali. Est-ce qu'il y a des journaux d'opposition au Mali? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des journaux d'opposition, des télévisions ou bien des chaînes qui parlent, qui disent quelque chose contre le président Assimi Goïta et qui existe? Chez nous ici, ça existe. Sur les quelques 27 journaux quotidiens qui apparaissent tous les jours, il y a au minimum 15 à 16 qui sont des journaux d'opposition qui ne sont pas tendres avec le pouvoir. Mais on ne ferme pas ces journaux. Deuxièmement, les gens qui tiennent des propos, on ne les met pas en prison parce qu'ils ont tenu des... non, la liberté d'expression, c'est la chose qu'on doit protéger dans chacun de nos pays. Et surtout, il faut éviter que quand quelqu'un a dit quelque chose qui ne convient pas au pouvoir, de dire que c'est le pays voisin qui est à la base. C'est trop facile. C'est la Côte d'Ivoire qui est à la base de la déstabilisation. C'est la France qui est à la base de la déstabilisation. C'est la France qui instrumentalise. Mais qu'on soit au moins responsable une fois pour toutes dans notre vie. On est président, on a notre pays, on le gère, soyons responsables des conséquences de notre gestion. Alors, pour avancer et presque conclure, Drissa Maminta, vous avez exprimé les conditionnalités d'un rapprochement, c'est-à-dire que pour vous, il faut effectivement poser les vrais problèmes, les mettre sur la table et trouver des solutions. Il y a la question des réfugiés, la question sécuritaire et la présence de militants politiques maliens en Côte d'Ivoire et qui effectivement agitent le drapeau anti Assimi Goïta, on va dire. Mais il y a une solution qui est proposée par le ministre de la Défense ivoirien Birahim Tiné Ouattara, qui a tendu la main, vous savez, aux pays de l'AES en proposant une coopération sécuritaire. L'idée, c'est de sortir de cette paranoïa sécuritaire aussi et des tensions aussi frontalières. Comment ce premier geste, il est apprécié au Mali? Je pense que en écoutant M. Nguessan, il fait
un aveu de culpabilité, hein, parce que depuis le début de cette émission, je n'ai dit nulle part que la Côte d'Ivoire est le problème du Mali, que les problèmes que le Mali vit ici, que c'est à cause de la Côte d'Ivoire ou à cause de la France. Je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois il essaie de dire ça. Il y a un problème entre le Mali et la Côte d'Ivoire. On essaye de trouver des voies et des moyens pour que ce problème-là soit fini. Et le problème qui est là, je vous ai expliqué. Maintenant, si vous pensez que vous n'allez pas déployer des gros moyens pour suivre tous les Maliens, tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui ensuite passent par là. Mais moi, quand je vous entends dire ça, ça m'étonne parce que vous avez déployé des moyens pour trouver Alino Fasso, l'arrêter et il est même mort en prison. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Gassama. Vous avez trouvé des moyens pour arrêter Aziz Maïga Nemampa. Donc, c'est comme si ceux qui commettent des actes, ou bien ceux qui posent des actes qui sont nuisibles au Mali, des actes qui déstabilisent le Mali, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous soupçonnez quelqu'un, un Malien ou un Burkinabé, et lorsque vous soupçonnez ce derrière, vous déployez des moyens pour l'arrêter. Ça, tout le monde peut en tirer des leçons. Maintenant, en ce qui concerne ce que le vice-premier ministre ivoirien l'a dit, cette main tendue, je pense qu'il y a d'abord, il faut qu'on soit d'accord qui est terroriste, qui ne l'est pas. Hein? On ne peut pas se mettre ensemble, combattre les terroristes si on n'est pas d'accord sur qui est terroriste. Hein? Deuxièmement, il faut qu'on soit d'accord également sur c'est quoi le terrorisme. On ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme si on n'a pas la même définition du terrorisme. Troisièmement, Drissa Memita, le terrorisme qui a frappé la Côte d'Ivoire, qui frappe plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, et les risques sécuritaires en provenance du Sahel, ce sont les mêmes réalités. Personne ne nie ces réalités-là, non, et surtout pas le ministre de la Défense ivoirien, qui vous non, tend la main, qui tend la main à l'AES aujourd'hui. Est-ce qu'il faut accepter certaines personnes nient. Nous n'avons pas la même définition du mot terrorisme, ni la même définition du mot terroriste. Parce que ceux qui s'allient au terrorisme pour nous sont des terroristes. Et M. Nguessan vient de le dire, qu'on peut s'allier aux terroristes, mais on est la bienvenue en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme. Si, pour nous, cette personne-là est terroriste, pour vous, il n'est pas terroriste. Ça ne peut pas marcher. Ensuite, on ne peut pas se mettre ensemble pour combattre le terrorisme si nous ne sommes pas d'accord qui finance, qui alimente les terroristes. On ne peut pas le faire. Donc, je pense que le préalable, avant de tendre la main, il faut qu'on soit d'accord d'abord sur certaines définitions. Qui est terroriste, c'est quoi le terrorisme? Maintenant, le reste là-dedans, je pense que dans le même interview, il disait que si le Mali fait la demande, je me suis dit pourquoi ajouter ça? Si il est convaincu que le terrorisme est à combattre, s'il est convaincu que personne ne peut seul arriver à bout des terroristes, s'il est convaincu qu'il faut une coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire, sinon ce n'est pas bien ni pour le Mali, ni pour la Côte d'Ivoire, pourquoi il attend à ce que c'est le Mali qui vienne demander ça? Pourquoi? Donc, je me suis demandé, est-ce que cette main tendue est finalement une main fermée ou bien quoi? Bon, en tout cas, le premier pas vient de la Côte d'Ivoire, Monsieur Nguessan. Les premiers mots, pas les premiers pas. Ah, il a tendu une main, effectivement, il faut donner une suite. Certaine, Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Kidal est au Mali. Nous, notre vice-premier ministre souhaite qu'on s'entende pour faire barrage au terrorisme. Bon, ceux qui ont des problèmes immédiats avec les terroristes sauront apprécier cette main tendue. Mais ce qui est sûr, c'est que, je le répète, Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Kidal est au Mali. Justement, sur la stratégie sécuritaire de Bamako qui s'appuie sur son allié russe via Africa Corps, l'ex-Wagner. Justement, Africa Corps, c'est quelques milliers d'hommes, c'est même moins que Barkhane. Bon, la stratégie, elle se poursuit, celle qui est adoptée par Bamako. Certains diront que c'est une nouvelle forme d'occupation néocolonialiste sur le territoire malien. C'est un autre débat. La question, c'est de savoir finalement si la Russie va déployer massivement des renforts ou quelles sont les nouvelles options qui s'offrent aujourd'hui à Bamako. Est-ce que finalement la réponse d'Rissa Memmintal ne doit pas être africaine avant tout? Et pourquoi pas finalement saisir les mains tendues de la part des voisins ouest-africains?
Il y a le Togo, il n'y a pas que la Voilà. Côte d'Ivoire, il y a des alliés que vous jugez sincères. Bon, à la lumière du Et temps ça, qu'on c'est vient de quelque passer chose. ensemble sur ce panel-là, vous comprenez que les solutions Pouvoir, quoi. africaines sont très compliquées parce que les Ok. Africains, Bien, d'abord, tout à entre l'heure, eux, je sont suis pas en d'accord ligne. sur qui est terroriste, qui ne l'est pas. Il y a certains pays qui reçoivent certaines personnes qui déstabilisent l'autre pays. Il y a certains pays qui reçoivent ceux qui sont derrière la déstabilisation d'autres pays. Je pense que comme ça, les choses ne peuvent pas comment dire là, s'arranger. Je vais revenir un peu sur cette histoire de liberté d'expression parce que M. Nguessan disait que en Côte d'Ivoire, il y a la liberté d'expression, on peut s'opposer, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Il y a combien de militants du PPAC qui sont en prison aujourd'hui? Et le petit Zégué qui est en prison, il a fait quoi? C'est parce qu'il, juste parce qu'il a, comment dire, il est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est en prison. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont en prison en Côte d'Ivoire parce qu'ils sont pas d'accord avec le président Alassane Dramane Ouattara. Ça, il faut qu'on soit clair sur la commande. Alors, on va juste laisser M. Nguessan vous répondre, mais juste, je voudrais qu'on termine vraiment sur la question sécuritaire. Et est-ce qu'il y aura une coopération possible ou pas avec la Côte d'Ivoire? Non, comme je vous le disais, maintenant, à la lumière de ce que vous avez, vous avez entendu ici, hein, j'ai dit que pour tout bon Africain ou pour tout bon Malien aujourd'hui, son souhait c'est quoi? C'est être en bonne entente avec les pays voisins pour qu'on se donne la main et afin de lutter contre le terrorisme. Mais si les voisins pensent que Kidal c'est au Mali et non en Côte d'Ivoire, nous allons gérer nos problèmes et puis on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve. Monsieur Nguessan, justement, vous allez répondre aussi à Adrissa Maminta, mais sur le plan sécuritaire, est-ce qu'il faut une réponse avant tout africaine et à quel type de coopération peut-on s'attendre en coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali? Bien, merci. Je voudrais d'abord rapidement dire que ceux qui sont en prison en Côte d'Ivoire, il appartient à la justice de dire pourquoi ils sont en prison. Donc, ce n'est pas moi qui suis en dehors, qui n'ai rien à voir avec l'appareil judiciaire, d'apprécier pourquoi lui il est en prison. Est-ce que c'est parce que c'est une faute de liberté d'expression? Non, non, non. Chez nous ici, les pouvoirs sont bien partagés. Il y a la justice, il y a l'exécutif et le législatif. Donc, franchement, je laisse le soin à la justice quand c'est la Côte d'Ivoire qui arrête, la justice est libre, mais quand c'est au Mali quand l'arrestation est faite au Mali, la justice n'est pas libre. Je suis précis, je dis la séparation des pouvoirs est assez claire. Hein? Ne me faites pas dire pourquoi au Mali, que je vous sais dites qu'il n'y a pas de liberté? J'ai dit, ne me faites pas dire ce que je sais de tous ces gens qui s'opposent au Mali et ce qu'ils deviennent. Ils sont même pas en prison. Ils sont ailleurs. Également, donc, ne me faites pas dire ça. Les militants du PPAC qui sont des opposés exemples au bien président précis. Ouattara sont en prison. J'ai des exemples bien précis. Donc, ne me faites pas revenir sur ça. J'ai dit, la liberté d'expression doit être respectée, que ce soit en Mali et en Côte d'Ivoire. Et ne me dites pas, oui, en Côte d'Ivoire, lui, là, il est en prison parce qu'il y a un manque de liberté d'expression. Non, vous n'êtes pas juge quand même. Arrêtez, vous n'êtes pas juge. Ça, c'est un. Maintenant, concernant Samantha, votre question fondamentale sur la sécurité. Les questions de terrorisme concernent tous les pays du monde entier. Donc, il faut qu'il y ait des ententes. Des ententes entre les pays, entre les systèmes de sécurité et de défense. Mais justement, Monsieur Nguessan, dans l'éventualité d'une coopération sécuritaire entre la Côte d'Ivoire et le Mali, quelles sont les garanties que Yamoussoukro peut mettre sur la table pour regagner la confiance de la transition malienne? Je vous ai dit une chose, mais vous n'avez peut-être pas fait attention. J'ai dit Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. La garantie que nous pouvons apporter, c'est d'aider les Maliens pour que ce qui se passe à Kidal ne se répète pas. Ça, c'est ce que nous pouvons apporter. Et c'est dans l'intérêt du peuple malien. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos parents. On veut les aider. On va mettre sur la table des situations pour leur permettre d'avoir et les informations et surtout les moyens pour pouvoir combattre le terrorisme. Alors franchement, Kidal se trouve au Mali. Kidal n'est pas en Côte d'Ivoire. Nous voulons aider les Maliens à résoudre le problème qu'il y a à Kidal. C'est à eux de choisir, de dire, bon, écoutez, voici les problèmes que nous avons. Nous vous les soumettons. Et puis, oui, voilà ce que nous attendons de vous. C'est important. Mais quand j'entends un Malien qui n'arrive même pas à régler le problème de Kidal,
hein, venir dire que c'est la Côte d'Ivoire qui échoue, vraiment, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Il faut que je le dise de manière franche, parce que bon, le peuple malien ne mérite pas ce qu'ils sont en train de vivre. Le plus important aujourd'hui, hein, c'est que les deux pays s'entendent pour qu'il n'y ait pas ce qui s'est produit à Kidal. De se mettre ensemble. De toute Voilà, façon, on va je vous terminer le dis, là-dessus, sur cette on est note liés. positive. Ouais. Comment? On termine là-dessus. On termine là-dessus sur cette note Ouais, mais positive. Non, effectivement, Effectivement, les deux pays on sont est liés. obligé. on n'est pas lié. Si on est lié, on doit forcément avoir une définition du terrorisme Mais et du on terrorisme. est liés, quoi qu'on Les dise, gens, on est liés. non, on Alors n'est pas peut-être lié. que Des gens, Drissa Meminta, cette des discussion gens sur ne le peuvent sur pas. le terrorisme Ça aura ça lieu. Il m'entend faut juste faire quelques confiance secondes. aussi aux Ça dirigeants. m'entend juste quelques secondes. Ça m'entend juste quelques secondes. Des gens ne peuvent pas s'afficher avec des terroristes, hein, faire alliance avec des terroristes, et vous dites que non, ces personnes-là, on va pas les toucher parce qu'ils sont, comment dire là, parce qu'ils sont chez nous, hein, et vous prétendez dire encore que on est liés et que vous voulez également combattre le terrorisme. Merci beaucoup Drissa Meminta. Merci Monsieur Nguessan. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce podcast de confrontation. Et vous, qu'en pensez-vous? La réconciliation est-elle en marche ou assiste-t-on à un simple répit diplomatique? J'attends vos réponses.